trouve ça fou, apaisant, regarder ça descendre. C'est pour ça que je t'amène là, aujourd'hui. Bon, ma table est rendue pleine de choses parce que confinement oblige, mais ça c'est vraiment ma tasse préférée, hein, les oranges sorbet, comme tu peux voir. On l'a acheté à Lunenburg cet été, j'ai fait un road trip avec mes petits jusqu'en Nouvelle-Écosse, puis un peu partout dans les maritimes. Puis c'est ça, c'était mon cadeau de voyage, une tasse à café. On l'a acheté, c'était une journée où il faisait comme 40 000 doses dehors. Puis on a marché pareil. On avait juste hâte de retrouver un lac. Ok, on va reprendre. Les choses allèrent si loin que l'agence Randsdoc, renseignements, documentation, tous les renseignements sur n'importe quel sujet, annonça dans son émission radiophonique d'information gratuite 6231 rats collectés et brûlés dans la seule journée du 25. Ce chiffre, qui donnait un sens clair au spectacle quotidien que la ville avait sous les yeux, accrut le désarroi. Jusqu'alors, on s'était seulement plaint d'un accident un peu répugnant. On s'apercevait maintenant que ce phénomène, dont on ne pouvait encore ni préciser l'ampleur ni déceler l'origine, avait quelque chose de menaçant. Seul le vieil espagnol asthmatique continuait de se frotter les mains et répétait « Ils sortent, avec une joie sénile. Le 28 avril, cependant, Randsdoc annonçait une collecte de 8000 rats environ, et l'anxiété était à son comble dans la ville. On demandait des mesures radicales. On accusait les autorités, et certains qui avaient des maisons au bord de la mer parlaient déjà de s'y retirer. Mais le lendemain, l'agence annonça que le phénomène avait cessé brutalement et que le service de dératisation n'avait collecté qu'une quantité négligeable de rats morts. La ville respira. C'est pourtant le même jour, à midi, que le docteur Rieux, arrêtant sa voiture devant son immeuble, aperçut, au bout de la rue, le concierge qui avançait péniblement. La tête penchée, bras et jambes écartés, dans une attitude de pantin. Le vieil homme tenait le bras d'un prêtre que le docteur reconnut. C'était le père Panlou, un jésuite érudit et militant qu'il avait rencontré quelquefois et qui était très estimé dans notre ville, même parmi ceux qui sont indifférents en matière de religion. Il les attendit. Le vieux Michel avait les yeux brillants et la respiration sifflante. Il ne s'était pas senti très bien et avait voulu prendre l'air. Mais des douleurs vives au cou, aux aisselles et aux aines l'avaient forcé à revenir et à demander l'aide du père Panlou. « Ce sont des grosseurs, » dit-il. « J'ai dû faire un effort. » Le bras hors de la portière, le docteur promena son doigt à la base du cou que Michel lui tendait. Une sorte de nœud de bois s'y était formé. « Couchez-vous. Prenez votre température. Je viendrai vous voir cet après-midi. » Le concierge partit. Rieux demanda au père Panlou ce qu'il pensait de cette histoire de rats. « Oh, dit le père, ça doit être une épidémie. » Et ses yeux s'ouvrirent derrière les lunettes rondes. Après le déjeuner, Rieux relisait le télégramme de la maison de santé qui lui annonçait l'arrivée de sa femme, quand le téléphone se fit entendre. C'était un de ses anciens clients, employé de mairie, qui l'appelait. Il avait longtemps souffert d'un rétrécissement de l'aorte et, comme il était pauvre, Rieux l'avait soigné gratuitement. « Oui, disait-il, vous vous souvenez de moi? Mais il s'agit d'un autre. Venez vite, il est arrivé quelque chose chez mon voisin. » Sa voix s'essoufflait. Rieux pensa au concierge et décida qu'il le verrait ensuite. Quelques minutes plus tard, il franchissait la porte d'une maison basse de la rue Faidherbe, dans un quartier extérieur. Au milieu de l'escalier, frais et puant, il rencontra Joseph Grand, l'employé qui descendait à sa rencontre. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la moustache jaune, long et voûté, les épaules étroites et les membres maigres. « Cela va mieux, » dit-il en arrivant vers Rieux, mais j'ai cru qu'il y passait. Il se mouchait. Au deuxième étage, sur la porte de gauche, Rieux lut, tracé à la craie rouge, « Entrez, je suis pendu. » Ils entrèrent. La corde pendait de la suspension au-dessus d'une chaise renversée, la table poussée dans un coin. Mais elle pendait dans le vide. « Je l'ai décroché à temps, » disait Grand, qui semblait toujours chercher ses mots, bien qu'il parlât le langage le plus simple. « Je sortais justement et j'ai entendu du bruit.
Quand j'ai vu l'inscription, comme on vous expliquait, j'ai cru à une farce. Mais il a poussé un gémissement drôle et même sinistre, on peut le dire. Il se grattait la tête. À mon avis, l'opération doit être douloureuse. Naturellement, je suis entrée. Il avait poussé une porte et se trouvait sur le seuil d'une chambre claire, mais meublée pauvrement. Un petit homme rond était couché sur le lit de cuivre. Il respirait fortement et les regardait avec des yeux congestionnés. Le docteur s'arrêta. Dans les intervalles de la respiration, il lui semblait entendre des petits cris de rats. Mais rien ne bougeait dans les coins. Rieux alla vers le lit. L'homme n'était pas tombé d'assez haut, ni trop brusquement. Les vertèbres avaient tenu. Bien entendu, un peu d'asphyxie. Il faudrait avoir une radiographie. Le docteur fit une piqûre d'huile camphrée et dit que tout s'arrangerait en quelques jours. « Merci, docteur, » dit l'homme d'une voix étouffée. Rieux demanda à Grand s'il avait prévenu le commissariat et l'employé prit un air déconfit. « Non, » dit-il. « Oh non, j'ai pensé que le plus pressé... » « Bien sûr, » coupa Rieux, « je le ferai donc. » Mais à ce moment, le malade s'agita et se dressa dans le lit en protestant qu'il allait bien et que ce n'était pas la peine. « Calmez-vous, » dit Rieux. « Ce n'est pas une affaire, croyez-moi, et il faut que je fasse ma déclaration. »« Oh, » fit l'autre. Et il se rejeta en arrière pour pleurer à petits coups. Grand, qui tripotait sa moustache depuis un moment, s'approcha de lui. « Allons, monsieur Cottard, » dit-il. « Essayez de comprendre. On peut dire que le docteur est responsable. Si, par exemple, il vous prenait l'envie de recommencer. » Mais Cottard dit au milieu de ses larmes qu'il ne recommencerait pas, que c'était seulement un moment d'affolement et qu'il désirait seulement qu'on lui laissât la paix. Rieux rédigeait une ordonnance. « C'est entendu, dit-il. Laissons cela. Je reviendrai dans 2 ou 3 jours. Mais ne faites pas de bêtises. » Sur le palier, il dit à Grand qu'il était obligé de faire sa déclaration, mais qu'il demanderait au commissaire de ne faire son enquête que 2 jours après. « Il faut le surveiller cette nuit. A-t-il de la famille? Je ne la connais pas, mais je peux veiller moi-même. » Il hochait la tête. « Lui non plus, remarquez-le, je ne peux pas dire que je le connaisse, mais il faut bien s'entraider. » Dans les couloirs de la maison, Rieux regarda machinalement vers les recoins et demanda à Grand si les rats avaient totalement disparu de son quartier. L'employé n'en savait rien. On lui avait parlé en effet de cette histoire, mais il ne prêtait pas beaucoup d'attention au bruit du quartier. « J'ai d'autres soucis, » dit-il. Rieux lui serrait déjà la main. Il était pressé de voir le concierge avant d'écrire à sa femme. Les crieurs des journaux du soir annonçaient que l'invasion des rats était stoppée. Mais Rieux trouva son malade à demi versé hors du lit, une main sur le ventre et l'autre autour du cou, vomissant avec de grands arrachements une bile rosâtre dans un bidon d'ordures. Après de longs efforts, hors d'haleine, le concierge se recoucha. La température était à 39,5. Les ganglions du cou et les membres avaient gonflé. 2 taches noirâtres s'élargissaient à son flanc. Il se plaignait maintenant d'une douleur intérieure. « Ça brûle !» disait-il. « Ce cochon-là me brûle !» C'était laid, ça. Je vais vous la refaire parce que ça ne me tente pas d'arrêter. « Ça brûle !» disait-il. « Ce cochon-là me brûle !» Sa bouche fuligineuse. Bob bis. Alors, fuligineuse. Ici, là. Qui rappelle la suie, qui donne de la suie, qui en a la couleur. Noirâtre. Sur cette deuxième définition ragoûtante, sa bouche fuligineuse, donc, lui faisait mâcher les mots, et il tournait vers le docteur des yeux globuleux, où le mal de tête mettait des larmes. Sa femme regardait avec anxiété Rieux, qui demeurait muet. « Docteur, disait-elle, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a encore rien de sûr. Jusqu'à ce soir, diète et dépuratif, qu'il boive beaucoup. » On a presque fini, groupe. Justement, le concierge était dévoré par la soif. Rentré chez lui, Rieux téléphonait à son confrère Richard, un des médecins les plus importants de la ville. « Non, » disait Richard, « je n'ai rien vu d'extraordinaire. Pas de fièvre avec inflammation locale? Ah, si, pourtant 2 cas avec des ganglions très enflammés. Anormalement? Dit Richard. Le normal, vous savez. Le soir, dans tous les cas, le concierge délirait et, à 40 degrés, se plaignait des rats. Rieux tenta un abcès de fixation.
C'est le temps de la gorgée. Que je fais très bruyante, comme si j'étais une enfant. Alors, abcès de fixation, abcès provoqué par une injection de térébenthine pour localiser une infection générale, pour concentrer le pus de l'organisme malade. Super. Sous la brûlure de la térébenthine, le concierge hurla. « Ah, les cochons !» Les ganglions avaient encore grossi, durs et ligneux au toucher. La femme du concierge s'affolait. « Veillez, lui dit le docteur, et appelez-moi s'il y a lieu. » Le lendemain 30 avril, une brise déjà tiède soufflait dans un ciel bleu et humide. Elle apportait une odeur de fleurs qui venait des banlieues les plus lointaines. Les bruits du matin dans les rues semblaient plus vifs, plus joyeux qu'à l'ordinaire. Dans toute notre petite ville, débarrassée de la sourde appréhension où elle avait vécu pendant la semaine, ce jour-là était celui du renouveau. Rieux lui-même, rassuré par une lettre de sa femme, descendit chez le concierge avec légèreté. Et en effet, au matin, la fièvre était tombée à 38 degrés. Affaibli, le malade souriait dans son lit. « Cela va mieux, n'est-ce pas, docteur ?» dit sa femme. « Attendons encore. » Mais à midi, la fièvre était montée d'un seul coup, à 40 degrés. Le malade délirait sans arrêt, les vomissements avaient repris. Les ganglions du cou étaient douloureux au toucher et le concierge semblait vouloir tenir sa tête le plus loin possible éloignée du corps. Sa femme était assise au pied du lit, les mains sur la couverture, tenant doucement les pieds du malade. Elle regardait Rieux. « Écoutez, dit celui-ci, il faut l'isoler et tenter un traitement d'exception. Je téléphone à l'hôpital et nous le transporterons en ambulance. » 2 heures après, dans l'ambulance, le docteur et la femme se penchaient sur le malade. De sa bouche tapissée de fongosité, excroissance charnue et molle qui se développe à la surface d'une plaie de la peau ou d'une muqueuse. Des bribes de mots sortaient. « Les rats !» disait-il. Verdâtre, les lèvres cireuses, les paupières tombées, plombées, le souffle saccadé et court, écartelé par les ganglions, tassé au fond de sa couchette comme s'il eût voulu la refermer sur lui ou comme si quelque chose venu du fond de la terre l'appelait sans répit. Le concierge étouffait sous une pesée invisible. La femme pleurait. « N'y a-t-il donc plus d'espoir, docteur? »« Il est mort, » dit Rieux.